Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 4 février. On vous en parle depuis le début de la semaine sur Alizé. L'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, organise sa semaine du microcrédit. Et c'est donc dans ce cadre qu'était organisé ce matin un village des créateurs aux abîmes. Des chefs d'entreprise mais aussi des porteurs de projets étaient présents. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Afin de valoriser le savoir-faire des chefs d'entreprise accompagnés par la ville des Abîmes et l'ADI, un village de créateurs a été mis en place ce jeudi. Alors sur le territoire de la ville des Abîmes, il y a un grand nombre de porteurs de projets, un grand nombre d'entreprises, essentiellement des TPE. Donc aujourd'hui, depuis environ 2-3 ans, le maire renforce son action sur le territoire, donc au niveau des chefs d'entreprise et des créateurs de projets. Donc il s'agit pour nous de les accompagner, de les informer, de les orienter sur comment financer, comment créer, comment développer leur activité. Pâtissière depuis plus de 20 ans, Micheline est de retour sur sa terre natale depuis 2014. Elle a contacté l'ADI pour mener à bien son nouveau projet professionnel. Finalement, un dossier de financement a été mis en place pour l'obtention de 2 chambres froides. Et là, en ce moment, je suis en train de terminer mon labo, qui j'espère ouvrira normalement, si tout se passe bien, en septembre 2016. Alors, par la suite, je vais pouvoir donner des ateliers, c'est-à-dire des cours pour enfants, jeunes adolescents, parce qu'il y a beaucoup de talents, comme on dit en Guadeloupe. Et par la suite, je voudrais faire un salon de thé qui proposera aussi bien des pâtisseries françaises que des pâtisseries issues de la transformation de nos produits locaux. Et ensuite développer un espace beaucoup plus large où je pourrais accueillir des intervenants étrangers qui seraient amenés à venir donner aussi des cours ici en Guadeloupe. L'ADI accompagne les porteurs de projets tout au long de leur création d'entreprise. Ce village des créateurs témoigne donc du travail effectué par la structure et permet aussi au grand public d'y avoir accès. Cette année, on s'est dit pourquoi pas donner la parole à nos clients, parce que qui mieux qu'un client peut témoigner de l'accompagnement et du financement qu'il a bénéficié par le biais de l'ADI. Donc avec le soutien de nos créateurs, nous avons décidé d'organiser ce village afin de vraiment montrer plus que bien au-delà des beaux discours ce que l'ADI est en mesure de faire. Nous avons commencé à 9h. Dès 9h, nous avons reçu 5 clients qui étaient en demande d'informations, de conseils sur le financement. Donc je pense que c'est une activité qui est complètement pérenne. Je pense que ce dispositif, ce concept en tout cas, sera très intéressant. Et pour l'ADI, évidemment, pour la ville des Abîmes et pour les personnes qui sont en demande d'insertion professionnelle. Des bijoux aux produits pour cheveux naturels ou encore de l'artisanat. Ce village de créateurs réunit tous les corps de métier ayant bénéficié de microcrédits pour leur création d'entreprise. Après l'économie, la politique, c'est demain que l'Assemblée nationale entame l'examen de la réforme de la Constitution, une réforme voulue par le président François Hollande après les attentats de novembre dernier à Paris. Le point fort de ce projet de loi concerne la déchéance de nationalité française pour les auteurs d'actes terroristes. Dans l'Hexagone, à droite comme à gauche, la classe politique est embarrassée. Mais qu'en est-il en Guadeloupe? Élément de réponse avec Jacques Damprobe. Olivier Pluhen est maître de conférences en droit public. Il a beaucoup travaillé sur la déchéance de nationalité pour les auteurs de crimes et délits terroristes, mesure phare du projet de loi présenté par le gouvernement pour réformer la Constitution. Une disposition qui soulève des questions liées aux droits et libertés. À la fois juridiquement, mais surtout symboliquement, cela donne au moins l'apparence d'une atteinte aux droits et libertés. En effet, je ne sais pas si vous avez vu cela, le gouvernement a déposé un amendement qui vise à modifier l'article 2 du projet de loi constitutionnel. Celui-ci ne vise plus les binationaux, mais vise tous les Français. Or, en prévoyant cela, ça veut dire que des Français, qu'ils aient ou non une autre nationalité, pourront devenir apatrides. Or, l'apatridie est réglementée par les textes internationaux, notamment une convention de 1961 qu'a signée la France,
Elle ne l'a pas ratifié. En Guadeloupe, la classe politique ne semble pas véritablement s'intéresser à la confusion qui règne dans l'Hexagone, à droite comme à gauche, sur ce texte symbolique. Pourtant, les parlementaires notamment devront jouer leur rôle. Mais quand les élus s'expriment, les avis sont partagés. Donc maintenant, il n'y a pas de discrimination, que vous soyez binational ou simple national français, que vous ayez acquis ou que vous soyez né français, droit du sol, bien vous serez traité également. Il n'y a pas deux poids, deux mesures, mais c'est normal que quand on massacre des innocents, qu'on s'en vante, qu'on s'en réclame ouvertement, ostensiblement, ou qu'on s'apprête à le faire de façon organisée, systématique, fanatique, on est normal que, en plus s'écartant à ce point des valeurs de la République, on soit exclu, déchu de cette nationalité française, qui doivent se mériter. Il se pose la question de son efficacité. Est-ce qu'un terroriste, est-ce que quelqu'un qui est sur le point de commettre un carnage va penser à la nationalité, d'autant plus qu'il est lui-même prêt à mourir? Donc moi je soupçonne cette mesure d'emprunter trop à l'extrême droite, d'être un clin d'œil aux électeurs de l'extrême droite et d'être une négation des valeurs empruntées à la philosophie des Lumières qui fondent la République française. Le débat ne fait pas non plus écho dans la société guadeloupéenne. Il appartient toutefois aux élus de le porter sur la place publique. Ouvrons à présent notre page santé avec tout d'abord cette réunion cet après-midi de Cap Excellence au sujet du Zika. La communauté d'agglomération tiendra un comité de pilotage du contrat local de santé spécialement sur ce virus. Le but, présenter son plan d'action afin de prévenir et de lutter contre la propagation du Zika sur notre territoire. L'ARS, la préfecture, mais aussi le conseil départemental seront présents. Santé toujours avec le CHU de Pointe-à-Pitre qui organise aujourd'hui une journée d'information sur la lèpre. Cette maladie de la peau a beaucoup régressé en Guadeloupe. Quelques cas sont tout de même recensés. Il faut donc rester vigilant, comme nous l'explique Muriel Barlagne. La maladie de Hansen, plus connue sous le nom de lèpre, est en nette régression dans le département. Elle est à l'état endémique. Mais le centre de lutte anti-hansénienne invite la population à rester vigilante. D'où la mise en place d'une journée d'information. Échange et distribution de prospectus dans le hall du CHU de Pointe-à-Pitre à Bîmes ont permis de faire le point sur la pathologie. C'est une maladie qui se manifeste souvent par des taches sur la peau. Et il peut y avoir aussi une forme nerveuse parce qu'elle peut atteindre aussi les nerfs. Donc elle se manifeste par des taches sur la peau qui sont un peu plus claires que le reste de la peau. Et ce sont des taches qu'on va surtout trouver sur les parties supérieures du corps, c'est-à-dire le visage, les membres supérieurs, les membres inférieurs et parfois aussi les pommes des fesses. La transmission de la maladie est interhumaine par le nez. Le temps d'incubation est très long, entre 5 et 10 ans, voire 30 ans. Grâce aux avancées de la lutte anti-lépreuse, il n'y a plus de dépistage systématique depuis 2014. Moins de 5 cas par an sont recensés depuis plusieurs années. En 2015, aucun nouveau cas n'a été trouvé. La lèpre est une maladie dont on peut guérir. Alors elle se soigne effectivement très bien. Elle se soigne par des antibiotiques qui sont très efficaces. Alors, s'il s'agit d'une forme contagieuse, le traitement sera constitué de 3 antibiotiques. Si c'est une forme non contagieuse, il sera constitué de 2 antibiotiques. Alors, ces antibiotiques sont efficaces. C'est une polychimiothérapie qui est en vigueur depuis les années 80 et c'est très efficace. Effectivement, les malades guérissent avec ce traitement. Créé en 2006 au service des maladies infectieuses de l'ancien hôpital Ricou, le centre de lutte anti-hansénienne se charge entre autres de traiter la maladie. Les personnes sont soignées en ambulatoire. Le traitement est long. Il faut compter 2 ans pour la forme contagieuse et 6 mois à 1 an pour la forme non contagieuse. Et on va refermer cette page santé avec l'ARS qui présentait la semaine dernière le pacte Santé 2, le but que chaque Français trouve facilement un médecin près de chez lui. Parmi les engagements de ce pacte, la création de nouvelles maisons de santé. Alors en Guadeloupe, il en existe une seule. Elle se trouve au Lamentin. Présentation avec Muriel Barlagne. Le docteur Wale Kangambega avait déjà une expérience en milieu hospitalier.
Pour s'installer en ville en libéral, elle préférait retrouver une situation où plusieurs professionnels pourraient travailler de manière coordonnée. Ainsi est né le projet de maison de santé Nord-Basse-Terre. Il a fallu 2 ans pour constituer une équipe pluridisciplinaire et penser un projet de santé à soumettre à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Cette dernière aide pour le financement, à condition de respecter un cahier des charges. Il fallait par exemple implanter cette structure dans une zone dite fragile. Le Lamentin fait partie de ces régions où la densité de médecins est insuffisante par rapport à la population. En mai 2015, l'établissement a pu ouvrir ses portes. La majorité de nos patients sont des patients atteints de pathologies chroniques qui nécessitent de fait de la pluriprofessionnalité. C'est aussi important parce que finalement, ces mêmes patients vont nécessiter des prises en charge particulières comme l'éducation thérapeutique qui devrait être beaucoup plus facile, qui devrait exister en ville et qui n'est pas toujours évidente à mettre en place du fait de notre statut libéral. La maison de santé pluriprofessionnelle, en dehors d'offrir des soins primaires de premier recours, nous offre un espace où justement on peut développer des actes de prévention et d'éducation thérapeutique. Donc c'est vrai que c'est un peu l'idée de départ. L'éducation thérapeutique, c'est une méthode d'éducation pour les patients atteints de maladies chroniques qui nous permet de nous centrer sur le patient, de partir de lui et donc de l'amener à adopter des comportements dans son quotidien qui lui permettent d'améliorer son état de santé tout en par rapport à sa maladie. La maison de santé Nord-Basse-Terre réunit 3 médecins généralistes, un pédiatre, 2 infirmiers, un pédicure-podologue et une sage-femme. Mais d'autres professionnels y viennent moins souvent, une psychologue, un médecin du sport et une psychomotricienne. Outre l'aspect économique, le fait de s'être installé ainsi à plusieurs permet de travailler en coordination autour d'un patient. Ces professionnels peuvent aussi s'accorder des temps d'échange autour des cas complexes, et puis il y a le partage des temps de travail et la possibilité de mettre en place des gardes. On n'est pas isolé en tant que professionnel par rapport à un patient, par rapport à sa maladie, et ça permet de mettre en commun toute notre expérience. Donc si j'ai un problème avec un patient, savoir que je peux avoir un avis médical, puisqu'on est quand même une profession où on a droit à certaines prescriptions, mais les autres sont très limitées. Et dans une société où on a énormément de diabétiques, ça permet aussi que dès que je suis face à une complication, pouvoir mettre en place un protocole par rapport aux médecins et aux infirmiers. Pour l'instant, cette maison de santé est la seule en Guadeloupe. L'ouverture de ce type d'établissement fait partie des priorités du gouvernement. Selon les estimations, il y aurait 800 structures de ce type en France en 2015, chiffre qui devrait passer à 1000 en 2017. Direction notre grande région de la Caraïbe, nous allons ce midi à Cuba, aux îles Caïmans et à la Barbade. Voici la Minute Caraïbe. Le ministre du Tourisme de Barbade, Richard Sealy, a qualifié de sauvage la position adoptée par le syndicat national des travailleurs du secteur public. Ce dernier a manifesté pendant plus de 3 heures à l'aéroport international Gwentley Adams en pleine saison touristique. Le syndicat a menacé d'employer d'autres mesures si les employés ne perçoivent pas une augmentation de 3,5% de leur rémunération, ce que le ministre du Tourisme refuse. 2 jours auparavant, le ministre du Tourisme avait présenté à la presse les excellents chiffres du tourisme de Barbade qui ont augmenté de près de 14% en une seule année. Un véritable boom touristique que le ministre souhaite mettre au profit de la relance économique du pays, mais pas dans les salaires. Il a rappelé que les salariés de l'aéroport avaient déjà perçu une augmentation de 10% entre 2008 et 2010 et une augmentation de 14% sur ces 3 dernières années. Le syndicat, pour sa part, continue son mouvement, mettant en avant les bénéfices réalisés par l'aéroport depuis ces 5 dernières années, qui permettraient, selon lui, de mieux rétribuer les travailleurs. Un des plus grands yachts du monde, le Tatoosh, appartenant à Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, est accusé d'avoir endommagé plus de 1300 mètres carrés de coraux dans les îles Caïmans, causant des dommages importants à la barrière de corail protégée. Ce serait la chaîne de l'ancre du méga-yacht de 300 pieds qui aurait détruit plus de 80% du corail sur un quart d'acre protégé. L'ampleur des dégâts est estimée à $600 000, une bagatelle par rapport à la fortune d'Allen évaluée à plus de 19 milliards de dollars par le magazine Forbes. Le milliardaire n'était pas à bord du super yacht lors de l'accident, mais informe que son équipage aurait suivi à la lettre les instructions de l'autorité portuaire des îles Caïmans pour jeter son ancre.
mais les vents soutenus et changeants auraient détourné le yacht de son point d'ancrage. Allen est très coopératif avec les autorités portuaires et apporte son soutien au déroulement de l'enquête. Ironie du sort, depuis qu'Allen a quitté l'entreprise Microsoft, il est devenu un ardent défenseur de la protection des océans et un fervent militant écologiste. La Havane aura 30 nouvelles zones Wi-Fi en 2016. L'objectif pour cette année est d'avoir 3 parcs avec une connexion Wi-Fi proposée par la municipalité et d'atteindre d'autres zones publiques très fréquentées et à court terme d'équiper les cafés, bars et restaurants qui en feront la demande. Une autre grande innovation pour Cuba cette année sera de mener à terme un projet pilote dans la vieille Havane pour connecter par fibre optique les habitations de ce site mythique. C'est à la société chinoise Huawei que ce marché a été confié. Aujourd'hui, la connexion à Internet ne se fait que par carte prépayée qui coûte $2. Une somme énorme quand le salaire officiel reste de l'ordre de $20 par mois. Seule une infime minorité de Cubains peut naviguer sur le web. Selon l'Organisation internationale des télécommunications, moins de 4% des Cubains sont reliés à Internet. Une date historique aujourd'hui, le 4 février 1794, il y a donc 222 ans, était voté le premier décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Il sera appliqué seulement en Guyane et en Guadeloupe, mais pas en Martinique et à Tobago notamment. Ce décret mettant fin à l'esclavage sera finalement abrogé par le premier consul Napoléon Bonaparte en 1802. Il faudra attendre le 27 avril 1848 et un décret signé par Victor Schœlcher pour mettre un terme définitif à l'esclavage dans les colonies françaises. Justement, l'histoire de l'esclavage est désormais expliquée tous les mercredis aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Le Memorial Act a lancé hier son concept des goûters Nanni Nannan. Au programme, visite de l'exposition permanente agrémentée d'un goûter qui permet de découvrir ou bien de redécouvrir les confiseries et les pâtisseries traditionnelles. Un véritable après-midi culturel que nous présente Muriel Barlagne. C'est le premier goûter Nanni Nannan organisé par le Memorial Act. Un moment d'éveil culturel privilégié, pensé pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. L'idée, proposer des activités périscolaires de qualité et accessibles. Coût de la séance, 20 €. Le goûter Nanni Nannan, c'est une visite guidée de l'expo, une activité pédagogique et un goûter. Quel goûter ? Le goûter est censé promouvoir tous les produits d'ici, transformés aussi localement. Donc l'intérêt était pour nous de trouver aussi des alternatives à la malbouffe entre guillemets. C'est vrai que les enfants pour le goûter ont tendance à manger des chips, boire des boissons gazeuses très sucrées. Et on s'est dit, tant qu'à faire, on va aussi leur proposer des chips, mais des chips de manioc. L'après-midi a commencé par un atelier pédagogique consacré à la découverte des instruments africains. Il devait se terminer par la visite guidée de l'exposition permanente, une visite adaptée au jeune public. Un événement surprise est venu s'intégrer au programme, Roberto Magique, le spectacle interactif du clown Roberto. Alors Roberto Magique, oui, c'est un spectacle comique déjà, léger. On est en période de carnaval. On a une île dédiée aux mascarades et au carnaval. Et c'est vrai que pour nous, ça permettait de faire le lien entre la légèreté finalement du carnaval, son côté... travesti, déguisement, L'univers du clown, finalement, entrait très très bien en tant qu'expression contemporaine dans cette programmation jeunesse. Cet après-midi, je suis allée voir un clown, j'ai joué de la musique et les instruments de musique qu'on a là. Et voilà. Ça te plaît ? Oui. On a appris des instruments de musique, on a appris comment jouer des instruments de musique. Et on a appris un peu aussi la magie. Les goûters Nanni Nannan du Memorial Act, une pause gourmande proposée entre 14 et 18 h tous les mercredis pour renouer avec l'histoire et le patrimoine.
Info pratique à présent, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Au Moule, depuis ce matin, en raison du remplissage de réservoirs, plusieurs zones sont privées d'eau potable comme Damancourt, Hauteur de Néron, la Baie, la Croix, la Houssée, la Rosette, Néron et Sainte-Marguerite. Retour à la normale prévu aujourd'hui en début de soirée. Et puis je vous rappelle que depuis mardi à Sainte-Anne et à Saint-François, d'importants travaux sur le réseau sont effectués. La distribution de l'eau potable est donc perturbée dans ces deux villes. Tout devrait également rentrer dans l'ordre aujourd'hui en début de soirée. Avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil sur la couleur du ciel cet après-midi en Guadeloupe et le beau temps va se poursuivre avec du soleil pour tout le monde. Les températures seront comprises entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition, bien sûr, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 et Petit secret entre voisins. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.